Alors, question pour choisir la pause musicale qui arrive. Toute simple. Citez-moi un écrivain militaire ou un militaire écrivain. Flûte, Clémenceau. Bravo, Pierre, choisis ta chanson. Il y Eh avait ben, aussi Napoléon Bonaparte ou ouais. Saint-Exupéry, le plus connu, mais qui a écrit un Parce livre qu'il a de écrit, merde. il a écrit des livres, Bonaparte? Ouais, il a écrit un livre qui s'appelle Clisson et Eugénie, qui raconte une Oui, histoire d'amour entre Clisson et Eugénie, forcément. Et c'est inspiré a priori de sa vie personnelle. je crois que c'était pas un grand écrivain, par contre. Non, c'était nul. Non, le livre est Ouais. nul, minable. Minable. Allez, à la poubelle. On passe à Fabien Lemaire. Fabien Lemaire qui a écrit Barkhane, une épreuve humaine, un convoi logistique au Mali. C'est aux éditions de l'Harmattan. Pareil, on a déjà fait une longue entretien avec Fabien Lemaire, que vous pouvez retrouver aussi dans la même émission, au titre imprononçable, précédemment dans. C'est pas un roman, c'est une véritable histoire, c'est ce qui s'est vraiment passé. Ça raconte, si je dis que ça raconte, pour moi, ça raconte deux choses. Ça raconte la mort de votre collègue Fabien Jacques, qui est mort en novembre 2016 en mission au Mali. Ça raconte aussi la vie pas d'un militaire, mais des militaires sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voulez apporter une précision? Non, c'est une partie de la vie des militaires sur le terrain, puisque là, j'ai choisi d'évoquer une OPEX, mais voilà, comme une opération extérieure, pardon, je vais être plus clair, parce qu'on a 36 000 abréviations dans le métier. C'est celle qui s'est passée au Mali en 2016. Si j'avais fait un témoignage sur l'Afghanistan 2011-12, vous aurez vu, c'était totalement pas pareil. De même que si j'avais fait un reportage sur l'Afghanistan en 2013, c'est déjà plus pareil que celui de 2011-2012. Donc, c'est vraiment la vie de deux militaires à un moment donné sur un théâtre donné. Il faut pas oublier, enfin, je sais que vous n'oubliez pas, mais que les militaires font aussi un travail exceptionnel sur le théâtre national avec Sentinelle, qui est une opération que vous voyez tous les jours dans les rues et sans forcément vous dire tout ce qui se cache derrière. Et pour l'avoir fait 3 fois de suite, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses derrière pour les militaires et que c'est pas forcément évident. Mais effectivement, ce livre, c'est l'histoire aussi de Fabien, donc qui était mon subordonné, le sous-officier adjoint de mon chef de peloton d'escorte, donc ceux qui avaient pour mission d'assurer la sécurité du convoi et qui malheureusement est décédé ce 4 novembre 2016. Alors moi je vous l'ai déjà dit pendant l'entretien, mais votre livre il m'a marqué vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que ça me marque autant. D'abord parce que je suis un petit gauchiste et que pour moi la police et l'armée il faut les dissoudre. Mais votre livre il m'a donné une claque. Il m'a donné une grosse claque et je me suis dit ok, on va peut-être pas dissoudre, on va réfléchir un peu plus. Vous êtes confronté vous aux a priori? Ben, évidemment, j'étais confronté à ça et déjà en premier lieu, c'était sur le ton de l'humour parce que l'arme dans laquelle je servais était l'arme du train. Donc, je vous laisse imaginer toutes les blagues qu'on peut faire là-dessus quand on ne sait pas que le train, c'est le transport et la logistique. Ensuite, effectivement, il y a des a priori sur les militaires. Alors, je dois vous avouer aussi que je ne partage pas votre opinion sur l'armée pour la dissoudre, bien évidemment. Mais votre critique a été une des plus belles que j'ai reçues, je dois avouer. Une des plus originales aussi. Comment dire? Oui, il y a forcément des gens qui pensent qu'ils savent tout sur l'armée parce qu'ils ont vu un film, un documentaire, alors que c'est bien plus compliqué que ça. L'armée, c'est une sorte de mini-société. C'est un reflet de la société à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on a exactement les mêmes problèmes que vous, les mêmes problèmes qu'on a le problème des jeunes qui ont de plus en plus de mal à s'engager sur du long terme. On a des problèmes de discipline, les mêmes qu'on peut trouver dans un collège ou dans un travail civil.
Seulement nous, on a en plus un treillis et on a en plus des missions un peu plus particulières où notre spécificité, c'est qu'on peut, dans le cadre de notre métier, recevoir ou donner la mort. Donc il y a peu de métiers comme ça et il faut vraiment s'en rappeler puisque comme vous l'avez vu dans mon livre, la mort, elle intervient vraiment quand on s'y attend pas. Oui, donc quand on ne s'y attend pas et surtout quand, malgré le fait qu'on se soit préparé, quoi. Le livre il raconte dans le détail comment on réagit face à la mort d'un collègue. Tout le monde garde son poste, tout le monde réagit par rapport à ça et fait son taf. Je trouve que ça, c'est impressionnant. Moi, j'aurais pas le courage de faire la moitié de ce qu'ont fait tous les gens qui témoignent, quoi. Je trouve ça, mais époustouflant de courage et de professionnalisme. Et on ne voit pas ça assez, je trouve, on n'en parle pas assez en tout cas. Est-ce que vous, en tant que militaire, vous avez aussi du mal de parler de votre métier? Est-ce qu'autour de vous, vos proches se demandent c'est quoi votre métier exactement? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est peu enclin à partager ce qu'on vit parce que ce qu'on vit est tout simplement une aventure extraordinaire dans une vie ordinaire. Chaque mission est bien particulière et chaque arme, chaque armée et chaque plus petite subdivision a clairement une vie à lui. Ce que va vous raconter un militaire, ça va être totalement l'inverse de ce que va vous raconter un autre militaire. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend compte une fois qu'on est dans l'armée, quand on discute avec les autres. Quand on est en opération tous en même temps, on ne la vit absolument pas pareil. On a chacun un vécu et un vécu différent. Donc c'est pas évident. Et puis même moi, pour commencer à me livrer, il a fallu que je me fasse violence parce que j'estimais que ce qui s'était passé pour moi devait servir aux autres. Mais c'est plutôt dans cette optique-là que je me suis ouvert, pas dans l'optique de je veux faire connaître ce qu'a fait Fabien Lemaire ce jour-là. C'est vraiment plutôt ce qu'ont fait mes hommes et ce que font les militaires au quotidien, au moins quand ils sont en OPEX. Pierre, Gianni, est-ce que vous voulez intervenir? Ouais, moi j'allais poser la question, à quel moment en fait l'idée est vraiment venue d'écrire le livre, et aussi j'imagine comment ça s'est passé avec notamment le secret défense et tout ça, parce que j'imagine qu'on vient pas, on décide pas comme ça, je vais éditer un bouquin et témoigner d'une intervention au Mali. Donc voilà, comment ça a commencé, ensuite comment ça a pu se passer de ce côté-là. L'idée m'est venue pas assez vite, ça a mis le temps de mûrir. Enfin, je voulais faire quelque chose vraiment parce que moi j'en avais besoin pour faire une sorte de catharsis sur ce qui s'était passé. Et j'avais vraiment envie de rendre hommage à Fabien et que personne ne l'oublie. Et l'idée a mûri. Je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu avant mon OPEX, qui s'appelle L'anatomie d'un soldat et qui raconte l'histoire d'un soldat anglais qui saute sur un IED en Afghanistan. Et en fait, pour faire décrire tout ce qu'il revit, il fait parler tous les objets qui l'entourent. Et ça, j'avais trouvé ça très marquant. Et moi, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, on n'a pas en France un livre où, pour une opération militaire, on a le point de vue un point de vue à 360 degrés. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée sur faire le livre. Après, il m'a fallu un an et demi pour le faire, ce qui est pas énorme, mais qui est déjà quand même un beau passe-temps en plus de son travail. Niveau du secret défense, j'ai évidemment dû refaire lire mon livre aux autorités concernées, mais j'avais fait une pré-censure parce que, en plus du secret, moi j'avais vraiment peur de choquer la famille, puisque je suis très en contact avec la famille de Fabien, et je savais que son père lirait mon livre, et je n'avais pas envie que quelque chose de choquant pour lui se retrouve dans ce livre. Donc j'ai modéré une ou deux choses de moi-même sans que ça en enlève le sens, parce que évidemment j'ai laissé le sens, et je peux même vous dire j'ai tellement laissé le sens et tellement laissé le texte brut que certains éditeurs m'ont refusé à cause de ça, parce qu'ils disaient qu'il faudrait retravailler les textes, et je m'y suis refusé. J'ai dit je ne les travaille pas, c'est des témoignages bruts et c'est ça qui parlera aux gens, et je pense que je me suis pas trompé au final puisqu'on a déjà dépassé les 1000 exemplaires en moins d'un an.
Fabien, excusez-moi, vous parlez de pré-censure. Est-ce que derrière, vous avez quand même eu une censure de la part de votre hiérarchie par rapport à certaines choses que vous vouliez apporter, un contenu que vous vouliez délivrer et qui a vraiment été refusé, sans parler bien sûr de ces choses-là en direct là, mais juste pour savoir si vous avez quand même eu affaire à cette censure de la part de votre hiérarchie. Non, non, ça a été très bienveillant sur ce coup-là. Ils ont fait. En fait, moi, parmi les gens que j'avais, une des particularités de mon livre, donc c'est que c'est 13 témoignages. Et il a fallu, pour ces témoignages, plus l'épilogue, plus le prologue, que je trouve les gens qui voulaient bien parler. Puisqu'il y a des gens comme. Alors, l'infirmière, par exemple, Mag, elle était loin, elle était en Guyane. La docteure qui est intervenue la première sur Fabien était très loin aussi. Donc non, ça a été ça. Et deux colonels qui ont participé, en fait. Donc les colonels, c'est parmi les plus gradés de chez nous. Deux colonels qui ont dit je veux bien participer, mais par contre je veux que ce soit relu, Fabien. Donc j'ai fait bon bah d'accord, si pour votre participation moi c'est relu, de toute façon j'ai rien à cacher, le livre il est, enfin voilà, je partais d'une logique que le livre il serait fait de ma manière ou que sinon il paraîtrait pas. Et ils ont été très bienveillants, ils ont contrôlé et il n'y a rien eu de modifié. Ils m'ont juste dit de rester à mon niveau pour toutes les interviews et puis voilà. C'est vrai que quand on tape le nom maintenant du bouquin et votre nom, en fait, on voit majoritairement des postes du ministère des Armées, des choses comme ça. Donc, vous êtes devenu un peu un VRP du ministère et de la Défense, finalement. Je ne sais pas si on peut dire VRP, mais faut bien vous rendre compte que la promotion, c'est moi qui trouvais la plupart des choses en fait. C'est pas, j'y suis allé comme disait Chloé, moi j'y suis allé au culot pour la promo de mon livre. Ma première interview, ça s'est fait sur France 3, France 3 National en plus. C'était France 3 National par Dorothée Oliéric, la grande reporter à France 2. Et en fait, c'est juste que j'y suis allé au culot sur LinkedIn à lui écrire en disant bonjour, voilà ce que j'ai écrit, est-ce que ça vous intéresserait un témoignage? Elle m'a dit oui, et puis voilà, l'aventure est partie, j'ai vu comment ça marchait, il faut y aller au culot, donc j'ai essayé avec les organes de communication de chez moi. Après, ça a marché la plupart du temps, donc c'est plutôt bien. Et puis, les salons du livre j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup rencontrer mes lecteurs et mes futurs lecteurs. Et c'est vrai que j'ai eu, lors de mon dernier salon du livre que j'ai fait aux Invalides, j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils avaient lu le livre et que qu'ils avaient été vraiment touchés. Et ça me fait plaisir. Et c'est vrai que j'ai cette tendance à laisser quand je fais une dédicace, à laisser mon adresse mail pour les gens s'ils ont envie de rebondir sur mon livre, s'ils ont envie d'entamer une discussion, s'ils ont envie tout simplement de faire une critique à chaud, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour voir ce qui aurait pu être amélioré. J'ai une dernière question. Moi, j'aurais voulu savoir si votre livre a ou est en train de changer certaines choses au niveau de l'armée. Je m'explique. Vous avez pu dire, on m'a appris à mourir, mais pas à perdre l'un de mes hommes. Est-ce que aujourd'hui, c'est des choses qui potentiellement, un livre comme le vôtre, avec tous ces témoignages, peuvent faire réfléchir plus haut et se dire, il faut peut-être qu'on travaille sur d'autres sujets aussi avec nos militaires, avec nos soldats pour les confronter et les préparer à certaines dures réalités. Oui, oui, ça a changé maintenant. C'est plus pris en compte dans les écoles de formation. Donc, il y a des modules entiers sur la mort. Voilà. Et puis, en fait, vous savez, vous voyez comme moi l'actualité. Donc, les gens, ils se remettent à parler de la guerre. Et quand on se remet à parler de la guerre, on pense pas forcément à la guerre qu'on mène contre les terroristes dans des territoires comme le Mali ou l'Afghanistan. Mais là, c'est État contre État. Et une guerre étatique, on sait très bien que ça se passerait avec beaucoup plus de pertes. Donc, l'armée s'y prépare. Et puisque vous savez très bien que pour préparer la paix, il faut mieux préparer la guerre aussi. Euh, et donc éviter de dissoudre l'armée, Christophe. Mais voilà, ça a changé des choses. Et puis je sais aussi de sources sûres que ce qu'il s'est passé en soi au Mali, même avant mon témoignage, ce qu'il s'est passé a changé des choses juste après, puisque les convois n'ont plus été pareils juste après ce qui s'est passé avec Fabien. Votre livre s'appelle Barkhane, une épreuve humaine. C'est aux éditions de l'Harmattan et tous les bénéfices sont reversés à l'association Terre et Fraternité.
up right on the spot. It's so on right now. It's so fucking on right now. Party crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Oh shit, my glass is empty. That sucks. So if you're too school for cool, and you're treated like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. So raise your glass if you are wrong in all the right ways. All my underdogs, we will never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass for me? Just come on and raise your glass for me. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là ça se fait pas du tout ce que vous faites en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? Il n'y a pas moyen que ça continue, vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire, d'accord? Yannick, par Quentin Dupieux. Yannick, c'est l'histoire d'un homme qui va voir une pièce de théâtre. Alors, plus qu'un homme, j'ai envie de dire, c'est un précaire qui veut se faire une soirée tranquille, quoi, où il oublie ses soucis. Et il arrive à la pièce de théâtre, une pièce de théâtre boulevard quelconque, ça lui plaît pas du tout. Et il se permet de se lever et de dire que c'est de la merde. Et il faut faire mieux. Et là, les acteurs lui tombent dessus et rapidement les spectateurs. Et une humiliation supplémentaire se passe. À ce moment-là, il pète les plombs, il prend un flingue et il retient tout le monde en otage. Je trouve que c'est un film qui montre la société d'aujourd'hui, quoi. Vraiment, ça montre que l'humiliation, elle est impliquée dans notre société, mais de façon énorme, parce qu'au final, c'est ça que raconte le film, quoi. Est-ce que ce serait pas un peu une satire des réseaux sociaux aussi, surtout? Honnêtement, c'est ça, hein, c'est exactement ça. C'est exactement. Voilà, quelqu'un qui lance un sujet, donc le sujet, ça va être la pièce de théâtre, ça plaît pas à quelqu'un sur les réseaux sociaux, il prend la parole, et puis ça surenchérit, la balle change de camp, et puis d'un coup, à un moment, il y en a un qui pète un plomb et qui dit n'importe quoi. Et donc là, le n'importe quoi, c'est la prise en otage, c'est vraiment exponentiel peut-être, mais ce serait plus une satire de la société d'aujourd'hui, mais plus surtout, je pense, des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, exactement. Mais je pense aussi un petit peu au-delà des relations entre les gens, quoi. Après, moi, je dis ça, j'avoue, je ne l'ai pas vu. C'est juste par rapport à ce que tu me racontes du film, ça m'a fait penser complètement à une guerre sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas tort, parce qu'il y a aussi une dimension d'humiliation dans le film. C'est-à-dire que le personnage qui s'appelle Yannick, donc, maintient en otage des acteurs, et il leur dit qu'ils sont nuls. Et le moment où il trouve les acteurs bien, c'est quand les acteurs s'auto-humilient en disant moi, il a raison, on fait de la merde, moi je voulais faire du vrai cinéma, je m'en trouve là-dedans. Et au moment où il s'auto-humilie, où il tombe le masque, où l'acteur dit je suis qu'une grosse merde, à ce moment-là, il dit franchement, c'était là, il y a eu de l'émotion, c'était vraiment super beau.
Et du coup, on est dans. Il montre qu'il intègre aussi l'humiliation qu'on lui a fait subir, il la rend sans s'en rendre compte à la personne qui tient en otage. Il y a cette dimension-là aussi. Et je trouve que c'est un peu le thème d'Adieu les cons d'Albert Dupontel, mais un peu plus dilué. Toi qui as vu le film Adieu les cons, qu'est-ce que tu en penses, James? Moi, j'adore le répertoire de Dupontel et j'aborde Dupontel, donc je suis pas très objectif sur le sujet. C'est vraiment un film qui m'a plu avec des bons acteurs et une trame de fond, comme tu disais, qui est vraiment comme tous les films et tous les sketchs qu'a pu faire Dupontel dans sa carrière, une satire complète de la société tirée par les deux bouts et tirée aux extrêmes. Ouais. Je trouve que ça parle de l'absurde de la société d'aujourd'hui. La bureaucratie, la scène de fin avec les flics qui disent ne bougez pas, dans le chaos le plus total. Elle est effrayante, cette scène, je trouve. Ouais, et c'est aussi absurde que le film de Quentin Dupieux. De toute façon, c'est 2 mètres un peu de l'absurde, 2 mètres français de l'absurde. Sachant que pour une fois, dans le film de Quentin Dupieux, il n'y a pas d'éléments fantastiques. Et en tout cas, moi, dans tous les films que j'ai vus, il y avait un élément fantastique. Genre, Ouais, il n'y a pas un pneu serial killer, quoi. Non, il n'y en a pas, non. Il n'y a pas de truc qui te permet de gagner quelques mois de vie. Pas de mouche pas de mouche de 300 kilos non plus. Que dalle. Pas des flics moins idiots que ceux de Albert Dupontel, mais tu sais que la fin, ce sera le carnage aussi, quoi. Ouais, il y a un point commun entre les deux films dans la réalisation, mais je parle de la réalisation au sens large. Au sens large. C'est plutôt même au niveau de la production des deux films. Au niveau de la production, il nous faut des indices là. On voit pas ce que t'attends. Ouais. C'est le même producteur? Non, c'est pas le même producteur. Pensez pensez aux finances. Il faut dépenser le moins d'argent possible. C'est tous les deux des films à petit budget? C'est tous les deux des films à petit budget, effectivement, et surtout, c'est tous les deux des films qui ont été tournés très rapidement. Pardon ? Très rapidement et dans un peu en format huis clos. Tout se passe un peu quasiment dans le même endroit, quoi. Exactement, et c'est encore plus vrai dans le film d'Adieu les cons, c'est-à-dire que on peut penser que ça a été tourné en extérieur, vu qu'il y a beaucoup de scènes en extérieur, mais les scènes en extérieur ont été tournées en studio sur fond bleu, ce qui est fou, quoi. Tourné en 30 jours pour Adieu les cons et 10 jours pour Yannick. Ah ouais, 10 jours. Ah, 10 jours. Ouais. Oh. C'est hyper rapide. C'est parce qu'il était en pleine production d'un autre film plus grand, plus important, qui doit s'appeler Dali. Et il a eu cette idée-là et il voulait le faire vite pour pas effrayer les producteurs s'il leur disait là je vais tourner un film de 10 jours avant le gros film, quoi. Donc il a tourné ça en catimini en secret quasiment total. Ouais. Mais ce qui est très difficile, c'est qu'en 10 jours, avec très peu de répétitions, c'est de réussir à capter ce qu'on a envie avec les acteurs. C'est aussi un sacré challenge dans le sens où c'est très court. Et donc, du coup, tu as pas de marge de manœuvre pour refaire faire, je sais pas, autant de fois la scène que quand tu vas tourner sur 3 mois. Ouais, clairement, ils ont dû faire ça en mode théâtre, quoi. Ce qui allait bien avec le thème. Alors, Donc, excuse-moi, mais vu que toi tu l'as vu, on ressent que c'est tourné en mode théâtre. Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'aller voir une pièce de théâtre ou non, on va voir un film? Ah non, on va voir un film. D'accord. Non, on sent pas la pièce de théâtre. On sent la pièce de théâtre que lorsque les acteurs jouent la pièce du théâtre du film. Mais dès qu'ils coupent la pièce de théâtre, tu sens qu'on change de dimension. Ouais, donc il a quand même réussi à créer un distinguo entre les deux et même en 10 jours à créer un film plutôt qu'une façon pièce de théâtre. Ouais, exactement. Les acteurs, ils sont vraiment bons. Blanche Gardin, elle est nickel. Elle joue vraiment bien. Pio Marmaille aussi. Bienvenue dans cette nouvelle chronique, le cabinet des savoirs. Alors pourquoi un tel jingle, me demanderez-vous en premier lieu? Eh bien pour vous faire profiter un peu de mon quotidien. Pour celles et ceux qui l'ignorent, je suis atteint de la maladie de Crohn. Rien de grave en soi de nos jours, mais ponctuellement handicapant. Comme de nombreuses MIS-C, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, celle que je porte en moi m'oblige de temps à autre, en tant que roi, à passer un temps inestimable à siéger sur mon trône. J'ai donc beaucoup de temps pour apprendre un tas de trucs inutiles parfois, mais plaisants à chaque fois.
Tout cela grâce aux nombreux magazines présents dans ma pièce fétiche, ainsi qu'à mon smartphone qui m'accompagne partout et surtout dans mon Nantes. Donc j'ai eu envie de vous faire découvrir ces infos de culture générale ou basées sur notre émission du jour pour vous instruire, mais surtout vous divertir. Donc bienvenue donc au cabinet des savoirs et jouons ensemble, auditeurs comme chroniqueurs. Alors, le principe est simple, 3 questions par chronique, à vous d'y répondre correctement afin d'avoir l'honneur d'être élu pour la semaine, le roi des cabinets. Ok, on est prêt, on est chaud? Je veux ce titre. Bon, bah, vous êtes prêts? Allez, vas-y. Allez, première question légère pour se divertir, pardon. Donc l'avocat, je parle du fruit, vous devez le savoir, est d'origine mexicaine et son nom original est Aguaqualt. Aguaqualt. Mais quelle en est la signification? Que veut dire Aguaqualt? Est-ce que ça a un rapport avec la cuisine? Ah, ça n'a pas du tout de rapport avec la cuisine, non? Pierre, je t'ai coupé, tu disais quoi? Non, mais je sais pas. C'est un nom propre, c'est un nom commun, c'est un verbe. C'est un nom commun. C'est 2 noms communs, donc ça se dit Awa et plus loin Qualt, et ça veut dire, il y a 2 mots. Ok. À quoi? Ça veut dire eau? Il y a un rapport avec l'eau ou pas? Non, pas du tout avec l'eau, non. Avec le vin? euh, L'alcool? Pas avec le vin. Non. Avec aucune nourriture que ce soit. Enfin, pas telle qu'on la connaît en tout cas. Ah, parce que ça s'ingère, Ok. ça se mange. Ah non, ça se mange pas. Non, ça s'ingère pas. D'accord. euh, Ça se suçote? Bah, ça peut pour certaines personnes. Mais c'est nourrissant ou c'est pour le plaisir? Si on le suce, par exemple. c'est pour le plaisir. C'est pas du tout nourrissant. D'accord. Attends, ça a rien à voir avec un lieu de notre corps. Ah si, tout à fait. Ça Ah, c'est une partie du corps, exactement. C'est Oh, mon une Dieu. testicule? Exactement, c'est une couille, exactement. Et le deuxième mot, alors on accorde le point à Pierre. Donc, Aguaqualt, ça veut dire couille verte, littéralement. On donne ce nom à l'avocat. Pourquoi? Parce c'est dû à sa forme en fait. Il a la forme d'une couille, il est vert et à l'époque, les Mexicains appelaient ça, on mange des couilles vertes. Voilà. Bah super, je ne savais pas ça du tout. Et ben voilà, hein, Et on en apprend j'adore des les choses. avocats. Eh ben, tu vois. Bon, bah, 1 point pour Pierre, on continue. Attention, vous n'êtes que 2 aujourd'hui. Hein. Une chance sur 2 pour être élu et être élu le roi de la semaine. Bon, je prends un peu d'avance sur la suite de l'émission. On va parler de Zelda. Donc, pas le dernier, hein, qui est sorti il y a un peu moins de 6 mois, mais plutôt le tout premier, l'original, la Bible de la saga. Justement, le jeu sorti en 1986 fut précurseur dans le secteur du jeu vidéo, mais pour une raison bien précise. Et quelle raison? Ça a un rapport avec la réalisation du jeu, la façon de le présenter? Pas la réalisation ni la façon de le présenter, mais La façon d'y jouer. Alors, c'est pas vraiment la façon d'y jouer, non plus. En fait, à travers la cartouche, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque Nintendo c'était une cartouche, Nintendo a réussi à rajouter une option au jeu qui ensuite a été reprise par tous les jeux dès lors. Mais ils ont vraiment été avec Zelda les précurseurs. La musique, c'est la première fois. C'est pas le fait d'avoir une carte où tu peux te balader dans un monde. Alors, c'est pas le monde ouvert, c'est pas le monde mais- ouvert, parce qu'à l'époque, on parlait vraiment pas de monde ouvert, c'est vraiment un monde fermé encore. Non, c'est pas ça. Et c'est vraiment pas sur l'aspect du jeu, mais c'est sur Une à prouesse technique. proposer, c'est un service. Voilà, c'est une prouesse technique, c'est plutôt un service au jeu. C'est la vue du dessus? C'est pas la vue du dessus, non. C'est la sauvegarde? C'est exactement ça. Bravo, un partout, c'est la sauvegarde. Zelda était le premier jeu où la sauvegarde était bravo. possible. Alors, pas la sauvegarde comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sauvegarder un jeu, vous allez reprendre exactement au même endroit. Non, avec Zelda, en fait, vous pouviez sauvegarder le jeu. Par contre, vous repreniez toujours le jeu au même endroit au départ, sauf que toutes les quêtes que vous aviez faites étaient déjà inscrites et vous n'aviez pas besoin de les refaire pour continuer le jeu. Mais vous repartiez au même point de départ. Alors qu'aujourd'hui, on repart vraiment à l'endroit exact où on a éteint la console. Ouais, c'est bien, ça met du match. 1 point partout, c'est vraiment top. Bon, Ouais. alors maintenant, on va voir s'il y en a qu'on potassé un peu. Pour la dernière question, et avant d'élire notre roi, nous allons voir si vous avez bien travaillé au sujet sur l'un des sujets qu'on a abordé avant, et sur le réalisateur et acteur Albert Dupontel. On en a parlé juste avant. Donc lui, il faut savoir que Albert, notre très cher Albert, il partage un énorme point commun avec son homologue américain Tom Cruise. Mais lequel? Il est scientologue? Non.
Pas du tout. Non, non, il n'est pas éphémère. Pas que je sache, il ne fait pas partie de la scientologie. Ça serait étonnant, même, vu ses prises de position politiques. Oui, c'est clair. Un ultra-gaucho en scientologie, Euh, ce serait bizarre. Ils C'est sont la taille. bruns tous les deux. T'as dit quoi, C'est pas Pierre? la taille. Ils sont bruns. Non, 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 non. Ils partagent un point commun. C'est pas du tout un point commun physique. Ils ont la même femme. Oh, bah, j'espère pas pour eux. Ils sont allés manger tous les deux des raclettes dans la même station de ski l'hiver dernier. Alors ça, sans doute, mais c'est pas la bonne réponse. Pas celle que j'attends en tout cas. Ils adorent les avocats. Les Awaqualt. Non, c'est pas ça. Non, c'est sur. Non. Avant de lancer le jingle, je vais te demander de choisir la chanson qu'on écoute. C'est l'heure de la pause musicale. James, tu choisis quoi? Oh, tu me prends au dépourvu. Eh ben, moi, qu'est-ce que je vais choisir? Attention. Tu vas me mettre un petit Led Zeppelin. Et du bon. Hein. Eh bien, c'est parti. On écoute Mylène Farmer. Parfait, excellent. Jeux vidéo Zelda. Tu commences, James? Allez, c'est parti. Moi, je vais pouvoir vous en parler parce que j'ai réussi enfin à finir ce jeu Zelda. Donc moi, il faut savoir que je suis un fan de Zelda et de Nintendo depuis la première heure. Donc du coup, je les ai tous faits. Je les ai tous achetés rapidement où je pleurais au pied de mon père pour qu'il aille m'acheter le dernier Zelda sorti. Là, j'ai pu aller me l'acheter tout seul, hein, je vous rassure, j'ai pas pleuré au pied de mon père. J'y étais dès le jour de sa sortie, alors de mémoire parce que c'est un peu loin maintenant, mais je crois que c'était aux alentours du 24 mai, ou entre le 12 et le 24 mai. Donc du coup, j'y ai joué dès le premier jour où il est sorti. Et il faut dire que j'ai mis bien 4 mois pour le terminer, juin, juillet, août, ouais, quasiment 4 mois parce que je l'ai fini mi-septembre. Voilà, j'ai plus de 200 heures sur le jeu, donc c'est quand même un gros jeu. Et avec 200 heures, je ne l'ai fini donc j'ai été jusqu'au bout du jeu, mais on a toujours une jauge pour remplir le jeu à 100%. Je l'ai fini à 64-65%. Donc il me reste encore du chemin, malgré avoir fait beaucoup de quêtes, beaucoup de sanctuaires. Donc pour ceux qui connaissent un peu Zelda,
Voilà, jeu avec beaucoup d'énigmes, beaucoup de quêtes, beaucoup de sanctuaires. Ce que je peux dire sur Zelda, c'est que l'histoire, elle est sublime, elle est magnifique. Les scènes qu'on découvre tout au long du jeu sont belles. On avance dans le jeu, la map, elle est immense. Le seul reproche, moi, que je pourrais faire au jeu vraiment, c'est qu'il est beaucoup trop simple. Il est beaucoup trop simple par rapport à d'autres Zelda qu'on a connus. Dans les énigmes sont simples. Je veux dire, moi, il n'y a aucun moment où je me suis posé devant ma télé en disant à chercher devant 15 minutes la solution. Non, elle était tout de suite évidente. Les boss des donjons sont vraiment trop faciles. Moi, je suis jamais mort une seule fois face aux boss des donjons. Alors qu'à contrario, les mini-boss qu'on peut trouver tout au long du jeu, eux, sont beaucoup plus durs. Donc, en fait, il y a un réel déséquilibre dans la difficulté du jeu. Mais après, à part ça, la jouabilité est top. La possibilité de créer de nouvelles armes, de nouveaux véhicules pour se déplacer à travers la map, c'est super. Et il faut savoir que dans ce Zelda, la particularité, c'est qu'on a aussi 3 mondes. On a le monde du ciel, le monde d'Hyrule et le monde souterrain. Donc en fait, ça offre un potentiel de jeu énorme et une longévité du jeu qui est juste extraordinaire. Et on est guidé dans le jeu, c'est vraiment on est libre de faire ce qu'on veut. Ah non, c'est un Zelda, donc en fait on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. On peut aller dans la partie qu'on veut, commencer par la partie qu'on veut, le méchant qu'on veut, le donjon qu'on veut. Il n'y a aucun souci. Après forcément, on croise toujours des personnages secondaires, des interactions sur la route qui vont nous dire réalise cette mission pour moi et tu vas avancer ici. Donc ça nous indique vers où il faut se diriger. Voilà. J'ai joué au premier qui est sorti sur Switch. Et c'est ça, j'avais bien aimé ça justement, c'est-à-dire qu'il y a une totale liberté. On sait qu'on doit aller faire une mission, mais on ne sait pas comment on fait la mission. C'est-à-dire qu'il y avait une mission à faire dans une montagne, mais chaque fois que j'y allais, je crevais de froid parce que j'étais pas habillé. Mais personne ne disait, pour aller à la montagne, fais une bonne petite soupe au piment ou achète-toi des habits. Et il y avait une liberté du coup totale dans le jeu, dans le premier, que j'ai bien, mais franchement que j'ai bien aimé. Est-ce que c'est toujours le cas dans le deuxième, du coup, ou est-ce qu'ils ont corrigé ça? Non, c'est exactement la même chose. Alors si tu peux rencontrer certains personnages qui vont te donner la possibilité, qui vont te dire attention, s'il fait froid, prends une potion anti-froid ou va acheter des habits qui te font résister au froid. Donc si tu as quand même un petit peu plus d'indications. Mais dans le premier c'était pareil, mais après c'était peut-être un petit peu plus subtil et c'était plus difficile de trouver les personnages. C'est pour ça que je te dis que la difficulté du jeu en soi est beaucoup plus simple qu'un Breath of the Wild, par exemple. Et alors, le rendez-vous culturel pas comme les autres. Partagez et abonnez-vous. Rédacteur en chef, Christophe Pan et James, avec Pierre F, Marine B, Bruno, Manu F et Axel. Production, La Nuit du Dimanche. Abonnez-vous à nos podcasts et visitez notre site internet www.lanuitdudimanche.fr. Merci. On va faire une petite pause musicale. Je vous pose pour savoir ce qu'on écoute, je vous pose une question et puis celui qui y répond gagne le droit de choisir la chanson. Et si personne ne répond, c'est moi qui choisis. Alors, comme on parlait de théâtre, là, je vous propose une question en rapport. Quelle est la pièce de Boulevard? Alors, une pièce française qui détient le record de représentation dans 55 pays. La Cage aux Folles. Non, c'est pas la Cage aux Folles. Non. J'aurais cru moi aussi, mais non. Ouais. Ou Le Dîner de con. Non plus, non. Ça, Est-ce que c'est une pièce qui a été adaptée en film? Non, pas du tout. Non, c'est Boeing. Ah oui, Je ne connais pas. Oh, zut alors. Je suis désolé. Ah, moi non plus. Pardon. C'est peut-être un conflit générationnel là, alors qu'il est. Pour la peine, on va écouter Mylène Farmer. Ah, laquelle? N'importe quoi, m'en fous. Ok.